Salut! Écoute, la dernière fois, avec un pote, on discutait de tout et de rien, on refaisait le monde, et on discutait aussi de business à monter, de start-up. Et je me suis rendu compte que j'utilisais tout un tas d'acronymes et d'anglicismes que je croyais communs, et qui, en fait, ne le sont pas. J'écoute beaucoup de podcasts qui tournent autour du marketing et du monde de la start-up. À force d'en écouter, j'ai intégré un jargon qui est très spécifique à ce milieu. Tout un tas, je le disais, d'anglicismes et d'acronymes que je pensais communs et qui ne le sont pas pour la plupart des gens. Je voulais donc te partager dans cette vidéo tous les termes qui reviennent assez souvent à mon sens. Ça pourra éventuellement élucider quelques termes que toi aussi tu as déjà entendu sans me demander ce que c'était, et au pire, du coup, ça sera des termes à ajouter à ta culture G. Pour cela, donner un mettons-nous sens à en ces situation. définitions, mettons-nous en situation. La situation est réelle. Quelle était Imaginons que tu souhaites développer un logiciel en ligne et le commercialiser auprès de tes clients par différentes offres. Tu ne vendras pas ce logiciel en une seule fois comme on pouvait le faire avant, mais plus comme un service moyennant un abonnement par an, par mois, par trimestre. Tu proposerais donc à tes clients un service leur permettant d'utiliser ce logiciel. Ou tourné autrement, en fait, tu leur proposerais un logiciel comme un service. Et ça, c'est ce qu'on appelle un SaaS, Software as a Service. Donc ça, c'est l'idée de business. Maintenant, pour créer ta société, il va te falloir 1000 choses, mais essentiellement 2. Un produit ou un service que tu vas vendre, ça, ok, et aussi du capital pour créer ta société et la faire fonctionner. Pour le produit, il n'est pas nécessaire de le développer complètement avant de le mettre sur le marché. C'est même en fait très dangereux. Imagine que tu passes 3 ans à développer aux petits oignons un petit logiciel qui va répondre à coup sûr, t'en es certain, à tous les problèmes du marché, et du coup 3 ans après tu le sors et t'es au total opposé de ce que réclamait finalement vraiment le marché. Et ben voilà, t'as perdu 3 ans de temps et aussi d'investissement de développement logiciel et à payer des développeurs pour rien. Et en fait, dans ce genre de solution, conseiller de se confronter au marché le plus tôt possible. Ça permet de voir si l'idée de base est bonne, s'il y a de l'intérêt, et s'il y a de l'intérêt à aller dans ce sens-là. Alors pour voir s'il y a un intérêt pour faire ça, ça dépend des business, mais tu n'es peut-être même pas obligé d'avoir un produit. Tu peux juste avoir l'idée, en parler et faire payer les clients sur la base de cette idée. En échange de quoi tu t'engages à le développer. C'est en fait déjà, par exemple, l'utilité des campagnes de crowdfunding ou les préventes. Ça permet de valider l'idée et de voir s'il y a un marché. Cette philosophie s'appelle le Lean Startup, c'est tiré d'un livre du même nom, The Lean Startup d'Eric Ries. Bon, c'est pas pour tout le monde, dans la majorité des cas, tu auras quand même besoin d'un petit quelque chose à montrer. Ça peut être une version du produit qui est le minimum acceptable par tes clients pour l'acheter. C'est ce qu'on appelle en français le PMV, le produit minimum viable, ou en anglais le MVP. Minimum Viable Product. Le fait d'avoir un MVP et de le proposer au marché permet justement de s'adapter aux dernières demandes du marché ou tout simplement de se rendre compte que le marché ne veut pas de cette solution. Dans ce cas-là, il est peut-être nécessaire d'adapter le produit et de changer plus ou moins d'idée. C'est ce qu'on appelle pivoter. Alors, voilà l'idée de base pour la partie produit et service. Maintenant, pour le financement et le capital. Pour créer ta société, tu vas avoir besoin d'un capital de départ. Ce capital peut provenir de tes propres économies, tes propres billes que tu mets dans la société, toi et tes associés. Si tu as besoin d'un peu plus de capital, et au final, tu peux t'adresser à ta famille, à ceux qui te soutiennent, qui sont prêts à t'aider parce qu'ils croient en toi ou en ton projet, ou qui veulent simplement t'aider. Ça, c'est ce qu'on appelle de la love money. L'étape d'après, si la love money et ton capital ne suffisent pas, c'est de faire appel à un business angel. Ces business angels, littéralement les anges gardiens du business, interviennent au début de l'activité ou à la création. Ils vont bien sûr du coup t'apporter des fonds, mais ils peuvent aussi bien souvent t'apporter quelques conseils de businessman expérimentés, en échange de quelque part dans ta société. Et ensuite, ça suffit toujours pas, tu passes l'étape du dessus et tu peux faire appel à des capital risqueurs, et plus souvent appelés des VC, Venture Capitalistes. Ce sont des sociétés privées qui ont pour but de financer l'activité de la startup, moyennant départ bien entendu,
Leur but étant, tout comme le business angel, de récupérer à la fin 5, 10, 15 fois la mise de départ. Alors toute cette étape, le fait d'aller voir des gens pour leur demander de l'argent, ça s'appelle une levée de fonds. Chaque typologie d'investisseur a des marges de négociation et différentes échelles de montants à investir. Un VC aura plus de fonds à investir qu'un business angel, qui lui-même aura plus de fonds à investir que tes proches. Et en général, chacun intervient à une étape différente de la vie de ton projet. La love money et tes propres fonds sont utilisés très tôt dans le cycle de vie de ta société, à la création en général. C'est parfois d'ailleurs appelé le pré-seed. Puis lorsque les premières fondations sont en place, il va falloir valider si le modèle est viable à grande échelle. Il faut planter la graine qui un jour deviendra peut-être un arbre. Pour accélérer cette validation à plus grande échelle, il va falloir faire une vraie première levée de fonds. Et cette première levée de fonds d'amorçage s'appelle le seed, la graine en anglais. Une fois le seed réalisé, tu auras peut-être besoin de lever plus de fonds, une première fois, une seconde fois, une troisième fois, etc. etc. Donc après le seed, chaque levée de fonds, chaque tour de table s'appelle une série. Donc, tu vas avoir la série A pour la première levée de fonds, après le seed, la série B, série C, D, etc. etc. Comme j'ai dit plus haut, cet investissement n'est pas désintéressé. Les investisseurs vont prendre des parts dans la société avec comme objectif que ces parts se valorisent de plus en plus et faire une belle plus-value à la fin. Le gâteau n'est pas infini. Si les investisseurs prennent des parts, ça inclut à l'inverse que toi et tes associés leur en donnent. À chaque levée de fonds, il y a donc une dilution des parts. Pour justifier ton besoin de lever des millions, les VC et les business angels vont s'intéresser à ta société, à son équipe, à sa proposition de valeur et à ce que tu veux changer dans le monde, mais aussi et surtout à la stratégie, à ton business plan, à ton plan d'action pour conquérir ce marché. Et donc, comment tu comptes utiliser tout ce cash? Un développeur, 40 à 60 000 euros chargés par an, une campagne de pub Facebook, 3 000 euros par mois, des locaux pour l'équipe, 2500 euros par mois, etc., etc. Tout ça, ça va te permettre de connaître ton cash burn. C'est-à-dire comment tu crames ton argent par mois, par an, et au final de combien tu as besoin par mois pour fonctionner. Ça pourrait s'apparenter à des termes un peu plus communs comme besoin au fond de roulement. Alors maintenant que tu as plein d'argent et que tu sais comment le cramer, il va falloir que tu prouves que ta stratégie fonctionne, ou à défaut, que tu te rendes compte qu'il y a des ajustements à faire. Les investisseurs vont te demander un reporting régulier avec les quelques indicateurs qui te permettent de piloter ton entreprise et qui vont les intéresser. Alors on pourrait penser qu'un des premiers indicateurs à prendre en compte, c'est le chiffre d'affaires. Pour certaines entreprises qui n'ont pas encore trouvé leur modèle de rémunération, leur business model, le chiffre d'affaires inexistant n'est pas l'indicateur à suivre. C'est le cas pour Facebook par exemple, qui pendant longtemps n'a pas eu de chiffre d'affaires, et son principal indicateur était le nombre d'utilisateurs actifs. Alors au-delà des indicateurs sur le développement du produit ou du service en lui-même, il y a des indicateurs marketing et commerciaux qui vont être intéressants à suivre. Ces indicateurs vont être des indicateurs clés de performance, des KPI, Key Performance Indicators. Ces KPI sont mesurables. Ces indicateurs sont là pour piloter l'activité et faire arriver au fur et à mesure à la grande vision, qu'ils doivent te permettre d'atteindre tes résultats clés et ton objectif qualitatif. Ça peut être proposer à tes clients le meilleur rapport qualité-prix, être le leader sur le marché, avoir le meilleur taux de satisfaction client, que sais-je encore. Donc ça, c'est l'OKR, l'Objective and Key Result. Ensuite, pour développer ton activité, tu vas devoir mettre en place une force de vente et mettre en place des actions marketing. Tu peux mener des actions sortantes, c'est-à-dire que tu peux envoyer de la publicité, des courriers, des mails, imprimer des flyers à des personnes plus ou moins au hasard. Ça, c'est de l'outbound marketing. Si par contre tu cibles des personnes qui pourraient potentiellement être clientes, que tu les attires sur ton site par des actions successives et que tu les rapproches petit à petit de la souscription, dans ce cas, tu fais de l'inbound marketing. Il faut que ta société et ton produit ou ton service suscitent de l'intérêt. Il faut faire parler de soi à l'aide de plusieurs canaux de communication et attirer le plus d'utilisateurs ou de clients potentiels. Ça, c'est la traction. Par exemple, un des moyens simples qui peut être mis en place pour avoir de la traction, c'est d'acheter des visiteurs au moyen d'une campagne de pub Facebook. Ça va te permettre de cibler très précisément la démographie que tu recherches, hommes, femmes, âge, centre d'intérêt. Mais pour bien définir cette personne cible, tu dois définir un avatar. C'est un postulat, une description plus ou moins arbitraire de ton client type. Alors, mon client c'est Michel, il a 35 ans, il a 2 enfants, il est divorcé, il est comptable, il aime sortir avec ses amis, c'est un early adopter
c'est-à-dire une personne qui adopte une technologie, une application beaucoup plus tôt que la moyenne des personnes. Il aime gérer ses comptes et son planning. Son problème dans la vie, c'est qu'il n'a pas assez de temps, et il n'a pas encore trouvé un moyen assez satisfaisant de gérer son planning et de le partager à ses amis, tout en voulant potentiellement gérer aussi un coût associé à chaque sortie. Et paf, tu tiens l'avatar parfait pour ta solution de SaaS, pour ton logiciel SaaS de gestion de planning partagé. La magie de notre ère, c'est que les plateformes comme Facebook, Instagram, Google te permettent de cibler assez précisément directement ton avatar. Quand tu utilises les interfaces pour créer une campagne de pub sur ces plateformes, suivant ce que tu vas définir, ça va te donner un CPC, un coût par clic. Le but étant donc de cibler uniquement la tranche de personnes qui sera intéressée par ton produit et qui cliquera sur la pub. Idéalement, le lien de ta pub amènera sur une page de ton site, donc soit la page d'accueil générique, soit une page en lien avec ta pub qui complète l'argumentaire de ta pub. Dans tous les cas, ce sera la page d'atterrissage du visiteur, c'est ce qu'on appelle la landing page. Cette landing page, soit la page d'accueil, soit une page de vente dédiée, doit susciter assez de curiosité et d'intérêt pour ton visiteur pour qu'il reste sur ton site et qu'il aille visiter d'autres pages. Donc il y a ici un indicateur qui peut être mesuré. Sur tous ces visiteurs, combien vont cliquer sur le lien, atterrir sur la page et repartir directement sans visiter d'autres pages. Ce taux, c'est le bounce rate, le taux de rebond. Donc pour éviter que le client rebondisse et aille visiter d'autres pages, il faut le convaincre de le rester le plus longtemps possible sur le site, de s'inscrire même directement à une offre, qu'elle soit gratuite ou premium. Il faut au moins essayer de garder un contact avec lui, donc au moins récupérer son adresse email. S'il a déjà émis un intérêt pour la solution au travers d'une recherche ou d'une visite sur ta page, tu vas pouvoir, grâce à des outils de notre temps, le recibler et lui reproposer ton produit par d'autres biais, par d'autres réseaux sociaux, par d'autres moyens de pub. Ça, c'est le retargeting. Aussi, du coup, s'il a ne serait-ce qu'un moindre intérêt pour ton produit, s'il y a une piste à explorer, si c'est un client potentiel, c'est ce qu'on appelle un lead. À ce stade, tu n'en sais pas beaucoup sur ton prospect. Mais si tu arrives à avoir plus de contexte sur lui, tu peux le qualifier et le faire devenir un lead chaud. Un lead dont on connaît la démarche et qui est sur le point d'acheter. Ça, c'est un SQL, un Sales Qualified Lead, ou une opportunité de vente qualifiée. Un QSO, Qualified Sales Opportunity. Dans tous les cas, depuis le clic sur la pub que tu as mis en place, ton client ou prospect est rentré dans un funnel. C'est-à-dire que c'est un entonnoir de vente. Et c'est un entonnoir pour deux choses. 1, à chaque étape de l'entonnoir, le volume de personnes baisse. Et 2, à chaque étape de cet entonnoir, le prospect se rapproche de l'étape où il deviendra un client. Ça peut donner par exemple 100 000 personnes visitent le site, 10 000 personnes laissent leur email et sont recontactées par une campagne de mail. 3000 vont effectivement ouvrir cet email, 1000 vont s'inscrire à l'offre d'essai, et peut-être que 200 deviendront vraiment clients. Pour un SaaS, une bonne stratégie de mettre en place une offre gratuite ou une offre d'essai. L'inscription de l'utilisateur, puis la découverte de l'application au travers des premières étapes, peut-être même des étapes guidées ou une démonstration, ça c'est l'onboarding. L'onboarding et la fréquence d'utilisation vont être des éléments déterminants sur l'adoption de la solution par le client. Donc l'utilisation de l'application peut être déterminant, mais ce qui peut être déterminant aussi, ce sont les pages de vente. Elles doivent être bien copyrightées. Le copywriting, c'est l'art de rédiger une page de vente percutante. Un autre élément qui va sûrement être décisif, ça va être l'avis des autres clients. Ces questionnaires de satisfaction avec ces notes par étoile, ça va permettre de définir le NPS, le Net Promoter Score. Même si en général on parle d'un passage d'une offre premium à une offre plus chère, c'est vrai que passer de l'offre gratuite à l'offre premium, c'est aussi en quelque sorte un upsell. L'upsell, c'est le fait de tirer une vente vers le haut. À la souscription, on peut aussi proposer un autre produit ou une offre complémentaire, en plus bien sûr du premier produit que le client a acheté. Ça, du coup, ça s'appelle du cross-sell. Pour illustrer le cross-sales et l'upsell avec un autre exemple, on prend souvent le cas de McDonald's. Lorsque tu commandes un menu et qu'on te demande si tu veux upgrader en maxi best-of, ça c'est de l'upsell. Lorsque tu as commandé ton menu et qu'on te demande si en plus tu veux une glace, et bien ça c'est du cross-sales. Bon, déjà on a couvert de la création de la boîte jusqu'à l'achat par un utilisateur. Quand tu auras plus de volume de données sur tes utilisateurs, tu pourras
isoler des données supplémentaires et essayer d'améliorer des indicateurs supplémentaires au travers d'actions diverses, comme améliorer le produit, améliorer le coût par clic, etc. etc. Le fait d'ajuster ces indicateurs, de trouver des moyens, des astuces, de convertir plus de prospects en clients, c'est en quelque sorte essayer de hacker la croissance. Ça s'appelle du growth hacking. Déjà, avec un peu de recul, tu peux savoir combien de chiffres d'affaires stables tu génères par mois. Tu connais donc ton MRR, le Monthly Recurring Revenue, ou revenu mensuel récurrent. Si tu le convertis à l'année, ça te donne l'ARR, l'Annually Recurring Revenue. Ensuite, je te le souhaite, tu vas avoir de nouvelles personnes qui vont souscrire à ton service. Et malheureusement, tu vas en avoir d'autres qui vont se désinscrire. Donc ce ratio de souscription et de désinscription, ça va te donner le churn rate, le taux d'attrition. À cette étape, tu arrives aussi à comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien dans tes campagnes marketing. Tu sais à peu près combien d'argent tu dépenses pour transformer un prospect en client. Tu connais ton CAC, ton coût d'acquisition client. C'est intéressant de confronter le CAC à l'ARPU, c'est l'Average Revenue Per User, le revenu moyen par utilisateur. Si tu dépenses plus pour acquérir un client que ce qu'il te rapporte, ça devient embêtant. Dans ce cas, tu devrais travailler à baisser le CAC ou à augmenter les RPU. Attention, ton client peut avoir une valeur qui est espacée dans le temps. Tu as peut-être des stats qui t'indiquent que ton client achète pour 100 € par an, tous les ans, pendant 3 ans. Ou dans le cas d'un service à abonnement, tu sais peut-être que ton client est abonné à 30 € par mois et qu'il reste en moyenne 18 mois. Dans le même principe que la RPU, tu peux en déduire le LTV, le Lifetime Value. C'est la valeur totale de ton client sur la durée de vie en tant que client. Et qui sait, une fois tous ces ajustements faits sur tous ces indicateurs, ton business deviendra peut-être unicorn en anglais. Ce sont les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse et qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Voilà, moi j'en ai fini avec ces termes. J'ai créé un glossaire qui les récapitule tous. Il est disponible sur mon site. Je mets le lien en description. En attendant, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.